Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on est en Colombie, on est dans le parc de Minca, dans la région de Magdalena, près du littoral, près de Santa Marta. Et on va aborder le deuxième épisode consacré au chamois niortais, plutôt au micmac qui se passe actuellement dans le club des Deux-Sèvres. Alors évidemment, je vous renvoie à la première vidéo dans laquelle j'avais parsemé quelques anecdotes ici et là, pouvant prêter à sourire, mais qui en fait servaient à montrer un mal plus profond qu'on va détailler aujourd'hui. Alors je rappelle donc que Karim Fradin, le propriétaire du Chamois niortais, qui a joué ici, qui a été directeur sportif, qui a fait plein de choses, et de bonnes choses d'ailleurs au Chamois niortais, a donc racheté des parts dans la holding détenant le club, et qu'en fait le montage financier qu'avait utilisé à l'époque se rapproche d'un LBO. Alors un LBO, je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur Manchester United avec comment la famille Glazer a racheté le club, c'est au final assez simple pour comprendre en fait. On vous a plus ou moins prêté de l'argent, vous avez mis de l'argent, enfin ce prêt vous sert donc à racheter les parts, et en fait pour rembourser ça, ça va être fait par les dividendes du club. C'est-à-dire que l'entreprise, donc le club de football, s'il génère dividendes, c'est justement ça qui va vous permettre de rembourser le prêt, etc. Donc le montage, aussi cynique soit-il, puisqu'au final ça va être le chamois niortais quelque part qui va payer, c'est quelque chose qui se fait extrêmement dans le monde de l'entreprise, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bien évidemment, pour avoir réussi ce montage-là, Karim Fradin n'a pas été tout seul. Il a obtenu quelques aides, notamment de l'ancien directeur général de Saint-Etienne, qui a été fondamental dans ce projet, Monsieur Tessier, si je prononce pas mal son nom, pardon. Donc, voilà, ça a été quelque chose, sachant que Monsieur Tessier aujourd'hui, qui passait très souvent au club, voilà, avec Karim Fradin, évidemment, il y a une certaine friture sur la ligne, puisque lors du dernier vote, c'est une administration, il n'a pas voté en faveur de Karim Fradin, selon ses plans. Mais en tout cas, cette personne a été nécessaire, justement, à la prise de pouvoir sur le plan des actions de Karim Fradin. Donc, jusqu'à là, pas de souci, sauf que Karim Fradin est à l'époque directeur sportif, maintenant président, président délégué, donc il est salarié par le club, il reçoit un salaire, comme d'autres présidents le font, il n'y a pas de souci. Mais il va se poser rapidement une question. Peut-on être jugé parti? C'est-à-dire que Karim Fradin touchait de l'argent, selon son contrat, sur les transferts. Il avait un intéressement, comme d'autres personnes d'ailleurs en France et surtout en Angleterre. Je rappelle que ce modèle a été abondamment utilisé par des coachs britanniques de l'ancienne génération, Harry Redknapp ou Sam Allardyce. Néanmoins, ça va poser un problème, puisque en l'occurrence, si aujourd'hui il est également propriétaire, donc il est salarié par le club, ça va être le club qui va, donc par les dividendes potentiellement générés, qui vont permettre de rembourser justement les actions qu'il a rachetées. Peut-il également obtenir un intéressement sur les transferts? Peut-on être juge et parti? C'est ce qu'on lui a remarqué assez rapidement. Et donc il a réclamé une augmentation de salaire qu'il avait obtenue à l'époque. Alors il y a toujours ce fantasme de dire que Karim Fradin obtient un jour un intéressement sur les transferts, ce qui est pareil pour la rumeur vis-à-vis du directeur sportif, M. Hanouna. Je ne vais pas aller là-dessus, puisque je n'ai tout simplement pas les contrats de ces deux personnes. Néanmoins, on peut déjà se poser une question, c'est-à-dire comment Niort peut gérer des dividendes suffisants afin de rembourser tous les prêts qui ont été nécessaires pour le rachat des actions. Alors, Karim Fradin, il faut encore lui rendre hommage là-dessus, c'est lui qui a permis au chamois niortais de faire de grandes plus-values, de faire des transferts payants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui sortent à des fois 1 ou 2 millions, comme Siamba l'année dernière à Montpellier. C'est colossal pour le chamois niortais et c'est notamment œuvre de Karim Fradin. Mais on peut se poser la question sur justement, est-ce que Niort a une rentabilité potentielle pour permettre ce genre de LBO et autres? Et en fait, ça va arriver à une autre question, plus l'intéressement sur les transferts, c'est-à-dire sur le fait que le club fasse pression afin que certains joueurs changent d'agent. Alors, on voit le cas notamment avec le petit Habib Gaye, qui a annoncé d'ailleurs en Italie. Il est, en l'occurrence, le directeur sportif, M. Hanouna, fait pression sur le joueur afin que ce dernier change d'agent. Alors pourquoi? Est-ce que son agent qui s'appelle... Ah, j'ai perdu son nom, en tout cas il me reconnaîtra. Ah, en plus j'ai son nom. Bon, ça peut arriver, je mettrai son nom dans les liens de la description. Donc, je ne sais pas s'il est au courant, mais je pense que oui. On dit à son joueur, non mais ce serait bien que tu changes, que tu ailles avec Laurent Jaffo ou avec Monsieur Rank, peut-être que je prononce mal son nom, R-A-N-C, qui avait également ramené un joueur du Burkina Faso. Alors pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on met des pressions à des gamins pour qu'ils changent d'agent? Alors il y a deux possibilités dans ces cas-là. La première, c'est que le club juge que l'agent en question est néfaste pour le joueur, peut-être pour ses demandes, pour ses conseils, etc. Donc ils amènent un homme de confiance, comme on peut le voir dans d'autres milieux d'entreprise, il n'y aurait pas de souci. Soit la deuxième raison, c'est tout simplement parce que c'est un agent de confiance avec qui on deal et avec lequel on prend une rétrocommission. Il y a plein d'agents français qui font ça avec directeurs sportifs. Et on va dire que cette méthode-là, une ou la deux, elle est très usitée en Ligue 1. Prenez un club comme Angers. À Angers,
on mettait un joueur, ah bah tiens, l'année d'après, bizarrement, il a changé d'agent, parce que forcément, tous les jours, on fait un travail au quotidien. C'est ce qui se fait à Niort, qui se veut être un club familial et qui utilise donc ces méthodes. Il n'y avait pas uniquement qu'avec le petit Habib Gaye. Alors, ça va poser une autre question, forcément, c'est comment le Chamois niortais s'organise vis-à-vis du recrutement, vis-à-vis de la cellule de recrutement, et plein d'autres choses. Ils utilisent notamment Fawzi Djedou, qui est un recruteur basé dans le sud de la France, et indépendamment du livre qu'il a pu coécrire, de ses déclarations sans doute malheureuses sur Kanté et Bernardo Silva qu'il qualifiait d'escroquerie, ce qui lui a valu pas mal de moqueries et colibets, ce qui passait à l'époque sur le Phocéen, parfois dans l'after aussi. Il faut reconnaître à Fawzi que c'est un homme de ballon, c'est un mec qui aime le foot, vraiment, passionnément. Donc il fait son travail avec des joueurs nationaux, de CFA, il essaie, etc. Et donc il y a cette filière du Sud qui est très visitée par le Chamois niortais. Et aujourd'hui nous avons le directeur sportif, donc Michael Hanouna, qui est considéré par Karim Fradin, qui n'arrête pas de le répéter en disant c'est un des plus grands connaisseurs de foot, etc. etc. Alors je répondrai premièrement qu'un grand connaisseur de foot ne dirait pas dans sa seule interview à la presse que la deuxième division anglaise s'appelle la Premiership, parce qu'elle s'appelle le Championship. Donc pour quelqu'un qui a une aussi grande connaissance footballistique, on ne peut pas faire ce genre d'erreur. Deuxième chose, quelqu'un qui a une aussi grande connaissance footballistique et qui s'autoproclame l'ancien premier agent français à avoir exercé au Royaume-Uni, alors que ce n'est pas vrai du tout, au tournant des années 2000. Pareil, si on est connaisseur de foot, on ne va pas s'inventer une vie qu'on n'a pas eue, ça c'est encore autre chose. Maintenant, j'attends de savoir quelles sont vraiment les connaissances footballistiques de Michael Hanouna. J'en avais déjà évoqué. Le fait qu'il soit passionné, c'est véridique. Mais quelles sont vraiment ses connaissances? Est-ce que le recrutement est vraiment prodigieux, etc. Parce que indépendamment d'être directeur sportif, donc de gérer le recrutement avec sa cellule, de coordonner ça avec les besoins du coach, un vrai directeur sportif, il ne va pas jouer cavalier seul. Il va travailler de concret avec un entraîneur. Donc on a pu voir ce qui a pu se passer, les déclarations de Patrice Lair, je ne vais pas revenir dessus, je l'avais déjà vu dans la première vidéo. Mais en fait, Michael Hanouna, pour vous vraiment expliquer le problème au Chamois niortais, tous ceux qui ont lu Astérix et Obélix, l'album La Zizanie. Michael Hanouna, c'est la Zizanie. Avec un petit mélange de frais de pierre à feu parfois, il est vrai. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est-à-dire que quand les joueurs ne jouent pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le directeur sportif qui va voir, qui fait non mais moi je t'aurais fait jouer, mais le coach il comprend rien. Ah d'accord. Donc voilà, toujours à mettre la Zizanie, même dans le centre de formation. Il faut savoir que Michael Hanouna a voulu la tête du préparateur physique, a voulu la tête de certains bénévoles aussi en disant c'est de la merde les bénévoles. Ah bah non mais c'est pour ça que je peux être un peu énervé, tu vois, parce qu'il y a le respect vis-à-vis des gens. Le Chamois niortais, les Chamois niortais sans les bénévoles, il n'y a pas de Chamois niortais. Et donc il voulait les dégager pour amener des gens à lui. Alors avec quel argent aussi, on peut se poser la question. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Même Franck Azopardi, la légende du Chamois niortais, directeur du centre de formation, à un moment donné ça n'allait pas, il fallait le dégager soi-disant. On a appelé d'ailleurs des gens, il a appelé en utilisant son réseau pour amener des mecs à lui, etc. Est-ce que c'est ça le club familial prôné par le Chamois niortais? Je ne suis pas persuadé. Alors j'avais également évoqué quelques anecdotes pouvant prêter à sourire, mais je vais rappeler ici celle qui s'est passée en pré-saison lors du match amical à Nantes. Donc qui était un match assez tôt le matin, il est vrai. Et donc vous avez Michael Hanouna qui a dit au matin, ils se prennent pour qui le FC Nantes? On va pas se lever à 6h du matin quand même. Hein. Donc il dit qu'il va changer l'horaire, il le dit au coach, à tout le monde. Hein. Donc le Chamois niortais arrive le jour du match à l'heure que Michael Hanouna a dit. Ouais ben non, en fait il n'avait pas changé l'heure du match. Hein. Il avait juré ses grands dieux qu'il s'était arrangé avec les mecs de Nantes. Mensonge absolu. Puisque les mecs de Nantes ont attendu. Vraiment ils ont été gentils, ils ont joué le match finalement. Alors qu'il les a fait poireauter 2 heures de retard. Est-ce qu'un directeur sportif, honnêtement, peut faire ça? Est-ce qu'un directeur sportif peut se permettre de ne pas connaître toute la réglementation de la FFF? Je trouve ça assez aberrant. Il y a plein d'autres faits, plein d'autres anecdotes. On va passer les vacances en plein mois d'août de 2 semaines. Alors bon, c'est une spécialité française. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de clubs, les directeurs sportifs choisissent leurs vacances en plein mois d'août. Alors attention, peut-être qu'en effet, il y a des impératifs familiaux, parce qu'on ne gagne pas énormément d'argent au Chamois niortais, même si on a la carte de crédit du club. Ouais, donc je peux comprendre, je ne vais pas lui jeter la pierre, parce qu'en plus c'est une tradition du Chamois. Avant, l'ancienne direction sportive avait déjà fait le coup. Moi je trouve ça aberrant, mais bon, pourquoi pas. Maintenant, il y a d'autres choses, moi, qui me choquent, c'est que, bonne première partie de saison, comme on le disait, et puis il y a un match, les joueurs l'ont gagné, dans le vestiaire, ouais, double prime, double prime. Et là, vous avez le président qui regarde son directeur sportif. Donc c'est-à-dire que c'est pas le président qui décide, ça a été Michael Hanouna qui a décidé. Question. Comment un directeur sportif peut se permettre d'avoir le pouvoir de décision de la double prime et que le président ne dise rien? Président qui, on le rappelle, on peut lui trouver des défauts, des ce là, a toujours aimé commander, c'est comme ça, et l'a fait plutôt pas mal quand même au niveau sportif, on va quand même pas l'oublier. Pourquoi délègue-t-il autant à Michael Hanouna? Est-ce soi-disant pour ses extrêmes compétences en matière footballistique? Parce qu'un directeur sportif, comme je le disais, c'est également quelque part un chef d'entreprise, donc il a une position hiérarchique très importante. Prenons le Chamois niortais comme une entreprise, donc avec du leadership et la gestion des hommes et du personnel. Pourquoi autant de personnes détestent Michael Hanouna? Pourquoi autant de personnes sont terrorisées par lui? Est-ce qu'un homme important dans la hiérarchie d'entreprise peut se permettre de soulever la jupe
d'une employée du club et rigoler. Au nom de quoi? Mais j'ai une question à poser, est-ce que ça fait rire Karim Fradin en plus ça? Est-ce que si on fait ça on va dire, à la fille de Karim Fradin, à sa maman, ou à la maman de Mickaël Alona, ou à ses enfants, ils rigoleraient aussi? Quand un supérieur hiérarchique abuse de sa position? Quand un supérieur hiérarchique, dans les salons VIP après le match, donc avec tous les prestataires, tous les sponsors, etc., appelle tous les employés du club, oh mon bébé, oh mon cœur. Mais alors ça, on va me dire, ça fait beau, c'est peut-être du folklore. Non mais ça a une influence. Ça a une influence sur le terrain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sans sponsor, le Chamois Niortais, comment ils peuvent compléter leur budget? Ils ne peuvent pas compléter leur budget. Donc, vous pensez sincèrement que les sponsors, ils sont très heureux de voir ça au club? De voir qu'on peut tout se permettre aujourd'hui? Non. Non. Or, je le rappelle, on va revenir au début, LBO, etc. Le contrôle. Et si la solution, elle était là? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, et je ne vais pas dire ce que je ne connais pas, ce que je ne suis pas sûr. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a une entreprise de contrôle du club. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui se met en travers de votre chemin, on le dégage. On le dégage ou par tous les moyens, on essaie de le dégoûter de son boulot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont terrorisés et que le but de cette manœuvre, c'est d'amener des gens à eux. Pourquoi? De prendre une OPA, d'avoir tout le contrôle, afin de verrouiller, certains diraient même verrouiller, l'entité sportive du Chamois Niortais. Et en plus, ça c'est dommage, Niort, il y a beaucoup de gens qui sont autour du club, qui essayent d'aider, qui ne sont pas des fans de foot, qui ne comprennent pas trop. Donc ils sont très facilement manipulables. Karim Fradin l'a fait avec certains afin d'avoir les votes dont il avait besoin vis-à-vis du conseil d'administration. Mais au bout d'un moment, ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer. Là, je pourrais encore vous citer quantité d'anecdotes, de faits qui me paraissent absolument lunaires. Mais on va rester là pour le moment. Déjà, je trouve que c'est pas trop mal. Alors bien sûr, parce que Karim Fradin est très malin, et Mickaël Alona sont très malins, ils ont le relais évidemment, hein, par réseaux sociaux et autres. Et en disant, ils vont peut-être crier au complot en disant que je leur en veux. Je sais qu'ils font la chasse à la taupe, on envoie plein de messages en qui est Romain Molina. Alors je ne vais pas parler de moi à la troisième personne. La seule chose que je vais dire, c'est que il n'y a pas une seule personne qui parle, loin de là. Il y en a beaucoup. Moi, Mickaël Alona, on m'en parlait depuis des années, quand c'était en Angleterre ou des personnes en Israël. Donc vous inquiétez pas, on ira même plus loin s'il le faut. Maintenant, moi je suis au bout du monde, là, en Colombie, vous voyez. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes infos. Alors maintenant, la seule chose que je vais demander, c'est à la presse locale et nationale, c'est également de faire le boulot. Parce que, vous savez, quand vous faites dans l'ombre, c'est vrai, Niort c'est discret, tout le monde s'en fout, etc. Vous embobinez le monde. Mais au bout d'un moment, la vérité, elle sort. Du moins, la recherche de la vérité. Et les masques peuvent tomber. Et les masques, ils vont tomber un jour. Et ça va pas tarder. J'ai beau être au fin fond de la Colombie, je sais qu'il y a des journalistes qui commencent à se mettre dessus. Moi, je ne souhaite de mal à personne. La seule chose que je dis, c'est qu'on doit traiter les gens avec du respect. Est-ce qu'il y a du respect quand on se permet de soulever les jupes des gens, devant un employé, de se foutre de la gueule des gens comme ça? Il n'y a absolument aucun respect. Donc, je terminerai là-dessus avec cette petite note. Pour tous les journalistes et tous les gens qui en ont marre de ces petits arrangements entre copains, parce que c'est des clubs discrets, n'hésitez pas à parler. Parce que moins on le fait, plus les gens se cachent, plus ça permet justement à ces gens, on les incite à continuer ce genre de truc. Donc là, il y a trop de musique, je vais me taire. Je termine donc là-dessus. Bonne chance à tous. Vive les Chamois Niortais surtout. Et ben les masques. À bientôt.